La parole est au portrait. Dans une exposition, ne vous est-il jamais arrivé la sensation d'être regardé? À travers les salles de Versailles, les portraits multiplient les regards qui semblent parfois se poser sur nous. De regardeurs, nous devenons alors regardés. L'action change de camp et dans un jeu de regards croisés, nous nous sentons observés. Peintures inanimées, peuples silencieux, avez-vous donc une âme? En tendant l'oreille, les murmures de l'histoire bruissent et les souvenirs, les récits et les mémoires révèlent avec éclat la vie de ces personnages faits de couleurs et d'huile. Derrière le vernis, écoutons-les et comme par enchantement, la parole est au portrait. Pour commencer notre promenade dans les œuvres de Rigaud présentées au château de Versailles à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée, nous pensions commencer ce parcours avec l'un des tableaux à l'accueil, un autoportrait dit au turban peint en 1698 à Perpignan, pour son lieu de conservation à l'heure actuelle. Rigaud est né à Perpignan, il part ensuite se former à Lyon, très certainement pour suivre Henri Verdier, un élève de rang qui deviendra peintre ordinaire de la ville, et pendant ce séjour va se lier avec la famille Audran, Claude Audran, un collaborateur de Lebrun, Gérard Audran, qui sera le graveur de Lebrun. On le voit déjà dans cette première étape de sa carrière, nouer de très belles relations et des contacts qui lui seront très utiles pour la suite. Le tableau, aujourd'hui conservé à Perpignan, est légué à la fin de ses jours par Rigaud à l'Académie, dont il fut un temps le directeur. Un tableau dont il a fait de très nombreuses copies, certainement au moins 25 copies d'autoportraits qui révèlent ainsi son image. Et dans ce tableau, il se peint à la manière de Rembrandt, pour reprendre un autoportrait conservé aujourd'hui à Londres et qui date des années 1640, un bonnet de velours rouge sur la tête, installé façon turban, comme le faisait Van Eyck ou les bonnets chez Dürer. Van Eyck pour lequel il eut toujours une très très vive admiration. Le pinceau est à la main, on le voit à l'aube de la quarantaine, et la lumière joue un rôle spectaculaire venant creuser les plis, les revers de soie. Elle décolore les étoffes, elle révèle le parement d'or et surtout fait briller le regard, un regard vif, très acéré et qui nous scrute, ce regard qu'il portait sur ses modèles lorsqu'il venait poser face à lui. On voit dans cet autoportrait, dans la façon dont il se met en scène, également un hommage du portrait que fait Poussin, le célèbre autoportrait au Louvre, ce qui témoigne de sa haute connaissance des maîtres anciens. Et dans ce portrait, on peut entendre peut-être ce que disait Dézallier d'Argenville au moment de la disparition de Rigaud, en le célébrant, en rendant hommage à la disparition du grand maître. C'est un texte qui nous est lu par Michel Verschave. La France vient de perdre son Van Dyck par la mort de Hyacinthe Rigaud, né à Perpignan en 1663. Son père, Mathias, et son oncle, qui était peintre, lui inspirèrent du goût pour leur profession. Il n'avait que 8 ans quand il perdit le premier, sa mère, ne voulant point s'opposer à l'inclination qu'il semblait avoir héritée de ses parents, l'envoya à l'âge de 14 ans à Montpellier pour y étudier sous Peuzet et Verdier, peintres assez médiocres. Quelques personnes assurent qu'il travailla aussi chez Ranc, le père, dont les portraits approchaient ceux de Van Dyck. 4 années furent employées dans cette étude, et ses talents ne commencèrent à éclore que dans la ville de Lyon, où il fut occupé pendant quelque temps. Le goût de Van Dyck a toujours été son objet, et rarement s'en est-il écarté. Rigaud vint à Paris en 1681 dans la vue de se perfectionner. L'année suivante, il fit connaître son avancement par le premier prix de pâture qu'il remporta à l'Académie, mais un événement imprévu l'empêcha de jouir du fruit de sa victoire, qui d'ordinaire est la pension pour aller à Rome.
Charles Lebrun, premier peintre du roi, ayant vu plusieurs productions de ce jeune artiste, lui trouva un si grand talent pour le portrait qu'il le détourna de faire le voyage d'Italie, qu'il méditait depuis longtemps. Rigaud alla en Roussillon en 1695 pour revoir sa mère. Une de ses principales vues en faisant ce voyage était de la peindre et de remporter avec lui l'image de celle qui lui avait donné le jour. Il la peignit de plusieurs côtés et fit exécuter par le fameux Coisevaux son buste en marbre, qui fut pendant toute sa vie l'ornement de son cabinet. Drevet fut choisi pour le graver, et afin de rendre ce monument plus authentique, Rigaud l'a laissé par son testament à l'Académie de peinture. Au commencement du règne de Louis XV, le duc d'Orléans, régent, le choisit pour aller à Vincennes peindre Sa Majesté de la même grandeur que Louis XIV. Ses portraits sont en grand et très historiés. Le dessin, le coloris, les draperies magnifiques égalent l'intelligence et la belle touche qui s'y remarque. Pendant qu'il peignait Louis XV, Sa Majesté eut la bonté de lui demander s'il était marié et s'il avait des enfants. Il répondit qu'il l'était, mais qu'il n'avait point d'enfants. Dieu merci. Le roi, surpris de ces derniers mots, lui en demanda l'explication. C'est, dit-il, sire, que mes enfants n'auraient pas de quoi vivre, votre Majesté héritant de tout ce que j'ai pu gagner au bout de mon pinceau. Le roi l'assura qu'il se ferait expliquer la chose et qu'il en parlerait à monsieur le régent et au cardinal Dubois, alors Premier ministre. On fit pour Rigaud ce qu'on n'avait fait pour personne. On lui conserva, malgré la rigueur du visa, le même revenu qu'il avait sur l'hôtel de ville, avec cette différence que ses rentes, auparavant perpétuelles, furent converties en viagères, tant sur sa tête que sur celle de sa femme. Et l'on voit à quel point Rigaud est un habile courtisan. Ce texte de Désalliés d'Argenville est tout à fait hagiographique, célèbre la carrière et le talent de Rigaud, avec une admiration et une estime tout à fait louable. Mais on peut sentir aussi dans la dernière partie de ce texte à quel point Rigaud sait très bien jouer lorsqu'il pose auprès des grands et attirer leur attention, montrer que son métier est fort complexe et qu'il mérite une rémunération, ce qu'il arrive à obtenir du jeune Louis XV en l'apitoyant ainsi sur son sort, qui était loin d'être le plus catastrophique et le plus détestable des peintres à Paris au XVIIIe siècle. Nous conservons son livre de contes et grâce à cela, nous voyons à quel point il gagnait très très bien sa vie. Il faut dire qu'il avait un atelier fort important, de nombreux collaborateurs, et on a pu voir le prix de vente de ces tableaux qui le laissait quand même plutôt loin de la nécessité. À la fin des années 1690, il est déjà très réputé. On vient de partout pour se faire représenter par Hyacinthe Rigaud, et un homme de cour qui est au courant de tout ce qui se passe et quels sont les meilleurs artistes du moment, c'est Saint-Simon. Et notre Saint-Simon, le célèbre chroniqueur de toute la vie de l'Ancien Régime entre la fin du règne de Louis XIV et celui du début du XVIIIe siècle, va avoir l'idée de commander un portrait, mais dans un cadre tout à fait insolite, et pour cela, il s'adresse à Rigaud. Il a dans sa connaissance un ami très ancien de la famille Armand, Jean Boutillier de Rancé, dit plus simplement l'abbé de Rancé. Il souhaitait garder un souvenir, un portrait de son ami. Seulement, il est retiré à l'abbaye de la Trappe et ne souhaite absolument pas être portraituré. Il s'est retiré de ce monde frivole, mondain et parisien. Seulement, Saint-Simon souhaite vraiment avoir le portrait de son ami.
On va voir, à partir des mémoires de Saint-Simon, comment, en 1696, il part avec Rigaud à l'abbaye de la Trappe, à Soligny, pour faire le portrait de cet ami. Et c'est par tout un jeu d'astuces qu'il arrivera ainsi à représenter son ami. Voici un premier passage des mémoires de Saint-Simon. Rigaud était alors le premier peintre de l'Europe pour la ressemblance des hommes et pour une peinture forte et durable. Mais il fallait persuader un homme aussi surchargé d'ouvrages de quitter Paris pour quelques jours, et voir encore avec lui si sa tête serait assez forte pour rendre une ressemblance de mémoire. Cette dernière proposition, qui l'effraya d'abord, fut peut-être le véhicule de lui faire accepter l'autre. Un homme qui excelle de son art et touché d'y exceller d'une manière unique, il en voulut bien faire l'essai et donner pour cela le temps nécessaire. L'argent, peut-être, lui plut aussi. Je me cachais fort, à mon âge, de mes voyages à la Trappe. Je voulais donc entièrement cacher aussi le voyage de Rigaud. Et je mis pour condition de ma part qu'il ne travaillerait que pour moi, qu'il me garderait un secret entier et que, s'il en faisait une copie pour lui, comme il le voulut absolument, il la garderait dans une obscurité entière, jusqu'à ce qu'avec les années, je lui permisse de la laisser voir. Du mien, il voulut 1000 écus, comptant à son retour être défrayé de tout. Aller en poste, en chaise en un jour, et revenir de même, je ne disputais rien et le pris au mot de tout. C'était au printemps, et je convins avec lui que ce serait à mon retour de l'armée et qu'il quitterait tout cela. Voici donc l'accord fait. Il arrive à décider, Rigaud, de quitter Paris. Rigaud aime travailler dans son atelier, a horreur de se déplacer. Il a tout ce qu'il faut sur place. Il a aussi ses assistants qui travaillent avec lui. Et il lui est pénible de partir travailler ainsi en province. Seulement, par cet accord un peu insolite, par la somme promise, Saint-Simon exagère d'ailleurs le montant qu'il donne ici dans ses mémoires, car dans le livre de comptes, on voit qu'il a payé nettement moins, mais bon, 1000 écus valent toujours nettement mieux pour l'histoire et la renommée qu'une somme plus modique. En tout cas, l'affaire est faite, les voici partis ensemble pour aller voir l'abbé de Rancé. Le voyage se met donc en route. Revenons donc de Fontainebleau, je ne couchais qu'une nuit à Paris où, en arrivant, j'avais pris mes mesures avec Rigaud, qui partit le lendemain avec moi. J'avertis en arrivant mes complices, et je dis à monsieur de La Trappe qu'un officier de ma connaissance avait une telle passion de le voir que je le suppliais d'y vouloir bien consentir, car il ne voyait plus presque personne. J'ajoutai que, sur l'espérance que je lui en avais donnée, il allait arriver, qu'il était fort bègue, et ne l'importunerait pas de discours, mais qu'il comptait s'en dédommager par ses regards. Monsieur de La Trappe sourit avec bonté, trouva cet officier curieux de bien peu de choses, et me promit de le voir. Rigaud arrivé, le nouvel abbé, Monsieur Maine et moi le menâmes dès le matin dans un espèce de cabinet qui servait le jour à l'abbé pour travailler, et où j'avais accoutumé de voir monsieur de La Trappe qui venait de son infirmerie. Ce cabinet était éclairé des deux côtés et n'avait que des murailles blanches, avec quelques estampes de dévotion et des sièges de paille, avec le bureau sur lequel monsieur de La Trappe avait écrit tous ses ouvrages et qui n'était encore changé en rien. Rigaud trouva le lieu à souhait pour la lumière. Le père abbé se mit au lieu où monsieur de La Trappe avait accoutumé de s'asseoir avec moi, à un coin du cabinet, et heureusement Rigaud le trouvera tout propre à le bien regarder à son point. De là, nous le conduisîmes en un autre endroit où nous étions bien sûrs qu'il ne serait vu ni interrompu de personne. Rigaud le trouva fort à propos pour le jour et la lumière, et il y apporta aussitôt tout ce qu'il lui fallait pour l'exécution.
Et voici le piège, quasiment, qui se referme sur l'abbé de la Trappe. Nos deux complices cherchent avec soin, c'est intéressant de voir dans ce texte à quel point le lieu, l'arrivée de lumière, l'emplacement intéresse, même pour ces séances de pause informelles et même en contrebande, tout cela intéresse tout de même Rigaud pour capter au mieux les intérêts du visage, là où la lumière tombe sur une arête de nez, sur un front, sur le dessin d'un sourcil, et comme cela, il va pouvoir travailler de mémoire. Car l'aventure, elle est bien là, c'est qu'il n'est pas question de faire des dessins, des croquis ou des esquisses pendant ces séances et ces rencontres. Il va falloir tout faire de mémoire, emmagasiner chacun des traits et ensuite, une fois sorti du cabinet, se mettre au travail, refaire les esquisses que l'on a dans un coin de tête pour ensuite passer à l'exécution du portrait. Autre détail intéressant aussi que nous signale Saint-Simon dans ce texte, c'est que Rigaud est bègue. On a dans d'autres textes, effectivement, la trace qu'il avait beaucoup de difficultés à parler de façon fluide, et il prétexte ici justement cette petite coquetterie pour ne pas avoir à faire parler Rigaud au milieu de ses séances. Voilà une habileté de cette petite déformation du langage qui va laisser le temps à Rigaud d'observer lors d'une première séance. Seulement, c'est trop peu pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments et faire un vrai portrait. Alors une deuxième séance aura lieu. À la troisième séance, l'abbé de Rancé commence à trouver que ses conversations avec un observateur sont un peu étranges et on était à la limite du ratage. Mais heureusement, Rigaud aura suffisamment de matière pour pouvoir faire son portrait. L'après-dîner, je présentai mon officier à monsieur de la Trappe. Il s'assit avec nous dans la situation qu'il avait remarquée le matin et demeura environ 3/4 d'heure avec nous. Sa difficulté de parler lui fut une excuse de n'entrer guère dans la conversation, d'où il s'en alla jeter sur sa toile toute préparée les images et les idées dont il s'était bien rempli. Monsieur de la Trappe, avec qui je demeurai encore longtemps, et que j'avais moins entretenu que songé à l'amuser, ne s'aperçut de rien et plaignit seulement l'embarras de la langue de cet officier. Le lendemain, la même chose fut répétée. Monsieur de la Trappe trouva d'abord qu'un homme qu'il ne connaissait point et qui pouvait si difficilement mettre dans la conversation l'avait suffisamment vu. Et ce ne fut que par complaisance qu'il ne voulut pas me refuser de le laisser venir. J'espérais qu'il n'en faudrait pas davantage, et ce que je vis du portrait me le confirma, tant il me parut bien pris et ressemblant. Mais Rigaud voulut absolument encore une séance pour le perfectionner à son gré. Il fallait donc obtenir de monsieur de la Trappe, qui s'en montra fatigué et qui me refusa d'abord. Mais je fis tant que j'arrachai plutôt que je n'obtins de lui cette troisième visite. Il me dit que, pour voir un homme qui ne méritait et qui ne désirait que d'être caché et qui ne voyait plus personne, tant de visites étaient du temps perdu et ridicule, que, pour cette fois, il cédait à mon importunité et à la fantaisie que je protégeais d'un homme qui ne me pouvait comprendre et qui ne se connaissait ni n'avait rien à se dire, mais que c'était au moins à condition que ce serait la dernière fois et que je ne lui en parlerai plus. Je dis à Rigaud de faire en sorte de n'avoir plus à y revenir, parce qu'il n'y avait plus moyen d'espérer. Il m'assura qu'en une demi-heure, il aurait tout ce qui s'était proposé et qu'il n'aurait pas besoin de le voir davantage. En effet, il me tint parole et ne fut pas la demi-heure entière. Quand il fut sorti, monsieur de la Trappe me témoigna sa surprise d'avoir été tant et si longtemps regardé et par une espèce de muet.
Et Rigaud est aussi un très bon comédien, finalement, puisqu'il passe pour ce personnage incapable de parler, mais magnifiquement capable de restituer les images. Et le tableau, aujourd'hui encore conservé à l'abbaye de la Trappe, témoigne de ces rendez-vous insolites où l'abbé de Rancé est dans son costume de moine, entièrement blanc, complètement couvert, le corps disparaît par les lourdes masses de ces tissus bruts de bure. Seul le visage ramène de la vie avec un côté plus rougeoyant autour des pommettes, en dessous du menton, un regard très vif, car il représente son personnage à son bureau, comme il le décrit Saint-Simon ici dans son texte. L'abbé est en train d'écrire avec un regard inspiré par les heures de méditation et par son savoir. Il consigne de traits de plume sur un grand ouvrage blanc les pensées qu'il est en train de formaliser, alors que tout autour de lui, dans la cellule, le sombre, l'obscurité règne. Ce ne sont que des tonalités de brun, brun ocre, brun très sombre, qui servent à composer les ouvrages, les boîtes, le bureau, les différents volumes qui servent en consultation pour l'abbé, et puis ce crâne en memento mori placé face à lui sur le sommet de sa table. Et au milieu de ce magma de brun, d'ocre et de couleur noire, apparaît ainsi cette figure de l'abbé Rancé. Rigaud réussit effectivement à capter l'attention sur l'esprit vif du personnage, mais le travail n'était pas fini, il fallait encore continuer à parachever l'œuvre, c'est ce qu'il va faire par la suite. Dans un esprit tout à fait différent, nous allons quitter le séjour d'une abbaye pour nous rendre en Provence, auprès du Parlement de Provence, dans la ville d'Aix, et rencontrer un commanditaire qui fut très fidèle, un client régulier de Hyacinthe Rigaud. C'est le célèbre désormais Gaspard de Gaydon, un avocat général du Parlement, qui en deviendra un président, un véritable bourgeois gentilhomme, une ascension fulgurante d'une famille assez obscure. Il est dommage que Saint-Simon n'ait pas suffisamment écrit sur ce personnage qu'il aurait croqué et mordu avec délectation, mais ce personnage est tout à fait sympathique. On le voit avec cette envie de bien faire des nouveaux venus, cette envie de paraître, celle des nouveaux riches, et cette envie de renommer, celle de ceux qui ne sont pas très sûrs de leur qualité, de leur talent, et qui occupent un poste pour lequel ils passent pour des usurpateurs. Ne continuons pas à accabler ce pauvre Gaspard de Gaydon, qui, pour marquer solennellement son arrivée au Parlement, va demander des portraits bien sages, représentés en tant qu'avocat général, avec une grande robe noire et rouge, avec les parements, les rehauts, des flots de belles étoffes, d'où sort un visage encadré d'une magnifique et lourde perruque typiquement Louis XIVienne. Il s'appuie sur ce tableau conservé au musée Granet d'Aix-en-Provence, il s'appuie fièrement sur son chapeau, sur ses mortiers de président du Parlement, et nous regarde avec une grande hauteur, peut-être la même hauteur que celle qu'il avait eue lorsqu'il prononça un discours au moment de l'ouverture du Parlement de Provence en 1732. C'est un moment extraordinaire de littérature, non pas forcément par son talent de rédaction, mais surtout par la dithyrambe absolue que fait le président Gaydon avec une comparaison non sans audace entre la difficulté, les affres du travail, la douleur et le risque d'un métier de parlementaire comparé à celui des généraux qui partent sur le front. Un discours dont nous n'entendrons qu'un extrait car il court sur de très nombreuses pages, discours prononcé à l'ouverture du Parlement de Provence en 1732. Qu'il ne faut pas moins d'héroïsme dans la magistrature que dans la profession des armes. Messieurs, deux qualités réunies
remplissent l'idée du héros et le rendent également propre à concevoir avec justice et à exécuter avec succès la sagesse et le courage. Mais la sagesse, si étendue qu'elle mesure toutes les profondeurs de son art, le courage, si haut que rien ne puisse ni l'intimider ni l'abattre. S'il ne fallait que de la hardiesse et de l'intrépidité pour faire un grand capitaine, combien de gladiateurs et de pirates auraient mérité ce titre? Que la valeur commence le héros et forme le premier trait qu'il annonce, à la bonne heure, mais c'est à la justice, à la modération, à l'humanité, à tout ce qui est compris sous le nom de sagesse, à le finir. Combat, troupes, patrie, quel répertoire pour l'action d'un avocat au Parlement d'Aix-en-Provence. Mais après tout, parfois, les luttes dans les amphithéâtres sont parfois plus sanglantes que celles sur certains champs de bataille. C'est sous cet aspect donc qu'il délivre son discours. Et 2 ans après, en 1734, il va commander un autre portrait à Hyacinthe Rigaud. Cette fois-ci, on va mettre de côté le portrait officiel, l'autorité, l'habit du parlementaire. La mode en 1734 est de se représenter avec davantage de fantaisie. C'est le goût des pastorales, c'est le début des portraits avec travestis mythologiques dont Rigaud ne fut jamais véritablement friand, mais pour un commanditaire aussi régulier et qui le paye bien, il va faire ainsi une exception en créant un portrait de Monsieur de Guédan en céladon, un portrait dans lequel il apparaît en joueur de musette et qui est aujourd'hui conservé au musée Granet d'Aix-en-Provence. Le portrait est totalement invraisemblable. Imaginez le président du Parlement se faisant représenter avec un arc-en-ciel de couleurs qui va servir à illuminer son habit. Il a un grand costume de couleur mordorée sur lesquels on rajoute des rubans, des passementeries de toutes les couleurs, le rouge, le bleu, un grand rehaut de bleu lapis lazuli sur la bourse, petit sac qu'il tient au niveau de la ceinture dans lequel il a pu mettre quelques hanches ou quelques nécessaires pour son instrument. Cette grande musette, une cornemuse de format plus petite, mais musette de cour. C'est certes un berger, mais c'est un berger domestiqué. Une musette ornée d'un beau velours de soie aux reflets éclatants, avec passementerie, pompons, franges et glands qui rehaussent tout cela, de façon à ne pas souffler dans les embouchures un soufflet sous le bras. On voit d'ailleurs la grande lanière consignée par Rigaud, avec des rehauts de nouveau de passementerie fine. Et pour continuer à développer l'apparat, un effet de cape dans une tonalité entre le parme et l'argenté qui fait un chatoiement invraisemblable, un véritable feu d'artifice sur le portrait de ce président. Imaginez un homme politique se faire représenter à l'heure actuelle avec cette débauche d'effets et de parade. Évidemment, c'est une création complète. Chez Rigaud, on pouvait arriver dans l'atelier et demander une pose à partir de modèles qui existaient, une attitude, une main avec des gestes qui ont déjà été pratiqués, qui sont dans le vocabulaire de l'atelier. Et donc, on l'a au répertoire, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Mais lorsqu'on veut une œuvre complètement nouvelle, il va falloir plus de temps, de la composition, des essais, cela coûte beaucoup plus cher. Et au bout d'un moment, quand on veut une œuvre vraiment nouvelle comme celle-ci, les tarifs commencent à devenir de plus en plus conséquents. Et on a beau être l'une des grandes fortunes de Provence, il arrive un moment où ces chiffres commencent à devenir sérieux et Guédan va échanger quelques correspondances avec Rigaud à propos justement des tarifs, définition du cadre également, car Rigaud s'occupe de tout pour vous. Il peut, grâce à ses connexions à Paris, avoir les meilleurs artisans, les meilleurs ateliers, et vous livrer clé en main le portrait, son encadrement, et réaliser également l'expédition. Mais tout cela a un coût.
Votre portrait est fini depuis quelque temps. J'ai envoyé chez le sculpteur pour lui dire de tenir prête la bordure que je lui ai ordonnée, mais j'ai été fort surpris quand il m'est venu dire le prix qu'il en voulait. Au lieu de 60 livres, que j'avais fait le marché avec lui, il en a demandé 150. Ce qui fait cette augmentation, et que je lui avais dit qu'il ne la fit pas dorer. Que lorsque je lui faisais dire, j'avais fait cela pour un bien, car après la sculpture est faite, il faut la laisser un temps pour que le bois fasse son effet, parce que l'expérience m'a appris que quand on les dore en même temps, cela fait éclater la dorure. Et comme tout est augmenté monstrueusement en ce pays-ci, j'ai pensé que je devais auparavant de le faire dorer, vous donner avis du prix que l'ouvrier en veut. Je vous apprends en même temps que j'ai découvert une bordure d'un aussi bon goût que celle que j'avais commandée. Elle se trouve toute dorée, et comme le sculpteur qui la veut vendre l'a fait faire dans un temps que l'or n'était pas au prix qu'il est aujourd'hui, il m'a dit qu'il la laisserait pour 100 livres. Par là, vous en gagnerez 50. Mandez-moi, je vous prie, monsieur, ce que vous voulez que je fasse. Je ne cherche en cela que votre intérêt. Il est affreux que les choses soient montées en degrés où elles sont. Ce qui est le plus déplaisant est que l'ouvrage que l'on fait faire aujourd'hui n'en vaut pas mieux pour cela. Lettre de Rigaud, donc, à son commanditaire, où l'on voit comment il essaie de rattraper un peu des tarifs exorbitants et des coûts qui s'amoncellent. Là, c'est juste la question de la bordure, donc du cadre, mais le prix aussi du tableau fut plus que conséquent. Seulement, là, M. Guédan ne rechignait pas pour payer à la création de cette belle figure qui devait rester pour l'éternité. En pendant, il demandera un tableau représentant son épouse. Rigaud n'était pas très à l'aise avec les portraits de femmes. Il préférait ne pas trop se lancer dans ses réalisations. On verra pourquoi dans un petit moment. Mais du coup, il laissera l'affaire à son ami l'Argilière, qui réalisera le portrait de Madame Guédian, qui est beaucoup plus sage par rapport au tonitruant portrait de son époux. Cette renommée et l'arrivée massive de ces commandes a été totalement démultipliée à partir du moment où, au tout début du XVIIIe siècle, Rigaud va travailler pour le roi et réaliser un portrait qui va devenir l'emblème absolu du portrait du souverain, du chef d'État. C'est le célèbre portrait peint en 1701 à la demande de Louis XIV, tableau aujourd'hui conservé au Louvre. Une réplique est conservée à Versailles et faite de façon contemporaine. Et il y aura d'ailleurs de multiples reprises de ce tableau qui devient le portrait prototype du roi, reproduit à l'infini pour être ensuite disposé dans chacune des généralités, dans chacun des parlements, dans les ambassades. Ce sera la célèbre pose que l'on connaît de Louis XIV, peint par Rigaud avec ce costume royal. Le roi disparaîtrait presque sous les velours, l'hermine, mais très habilement Rigaud laisse dévoiler les jambes du souverain. On a beaucoup glosé sur la pose et ce jeu de jambes affriolant de Louis XIV, qui dévoile des jambes de jeune homme alors qu'il a un âge déjà bien avancé. Ce n'est pas, comme on peut le voir dans beaucoup de légendes, le fait que Louis XIV voulait qu'on représente ses jambes de danseur. Ça fait 40 ans qu'il ne dansait plus, là n'était pas la question. Il fallait, sous l'abondance des étoffes, des lourds brocarts et des velours, rajouter de la vie, de la présence, et faire en sorte que le corps du roi ne disparaisse pas sous les étoffes, sinon on n'aurait vu qu'une petite tête au milieu du velours et de la lourde perruque. Donc par cette astuce, il rajoute de la vie, et voyez que Rigaud est le peintre des étoffes, mais il sait aussi les retirer ou les mettre de côté pour être au service du mouvement du personnage et ajouter de la présence. Et c'est une présence magnifique que celle de ce portrait, donc peint en 1701, et qui est une commande faite pour accompagner son
petit-fils, le petit-fils de Louis XIV, le jeune Philippe, qui va partir comme roi en Espagne et fonder la dynastie des Bourbons d'Espagne qui règne toujours. Seulement le portrait a tellement de succès qu'il va rester à Paris. On en fait une réplique tellement belle qu'elle reste aussi. 3 tableaux seront faits en 1701 pour Louis XIV, par Rigaud. Paiement de ces 3 tableaux, 26 000 livres, une somme incroyable, mais c'est une création totale. Rigaud s'implique en permanence dans la réalisation de ce tableau et il va venir directement à Versailles pour pouvoir travailler, avoir des heures de séance de pause avec le souverain. C'est justement ce que l'on peut retrouver en témoignage dans le Mercure galant, l'écho officiel de la cour, qui nous parle de ces séances. On a exposé le portrait du roi dans le grand appartement de Versailles. Il est en pied avec l'habit royal. Cet ouvrage est de M. Rigaud. Jamais portrait n'a été mieux peint ni plus ressemblant. Toute la cour l'a vu et tout l'a admiré. Il faut qu'un ouvrage soit bien beau et bien parfait pour s'attirer un applaudissement général dans un lieu où le bon goût règne et où l'on n'est pas prodigue de louanges. Sa Majesté, ayant promis son portrait au roi d'Espagne, veut tenir sa parole en lui donnant l'original. Et M. Rigaud, on doit faire une copie qui est souhaitée de toute la cour. Quoi qu'on voit avec regret partir l'original, on en aurait bien plus de chagrin s'il n'était pas destiné au roi d'Espagne. On flatte donc le départ de ce tableau, le talent de Rigaud. Il est vrai que dans ce tableau, il y a mis absolument tout ce qu'il faut. Alors on va entendre la séance de pause par Dangeau dans un petit instant, mais on a tous en mémoire ce tableau dans lequel Rigaud a multiplié les images qui font immédiatement penser à un grand monarque, le fond de palais, la grande colonne pour la force, la draperie qui cale une partie de la composition qui fait un office de dais. Il réunit aussi les régalias, les emblèmes du pouvoir, multiplie la présence de l'hermine jusqu'à un grand cadre superbe tout autour pour augmenter encore la majesté de ce tableau. Pourtant, c'est un roi qui n'est pas au mieux de sa majesté, au plus haut de sa forme, qui va subir ces séances de pause, car elles seront un peu une épreuve pour le souverain qui doit poser devant Rigaud et préparer ainsi ce grand portrait. Mémoire de Monsieur de Dangeau. La goutte du roi continue. Il se fit peindre l'après-midi par Rigaud pour renvoyer son portrait au roi d'Espagne, à qui il l'a promis. Sa Majesté alla sur les 4 heures à Trianon. Madame la duchesse de Bourgogne monta à cheval avec beaucoup de dames. Mademoiselle d'Anguin et mademoiselle de Bouillon y étaient, outre toutes celles qui y sont déjà été. Le roi envoie une escadre de ses vaisseaux à l'Amérique. On croit que Château-Renaud commandera cet armement, qui est considérable. Le comte d'Estrées partira avant la fin du mois pour aller commander les vaisseaux qu'on arme à Toulon. Le roi envoie aussi 3 lieutenants-colonels, 3 majors, 12 capitaines et 24 lieutenants qui serviront toutes les troupes d'Espagne qui sont dans le Pérou et dans le Mexique. On n'a pas eu de nouvelles de Londres depuis le 3 de ce mois. Il paraît que le Parlement se déterminera à suivre les volontés du roi Guillaume. Cependant, dans la dernière séance, il y eut dans la Chambre des communes 18 voix de plus pour le maintien de la paix que pour entrer dans une nouvelle guerre. Incroyable présence de ce Rigaud au milieu de ces événements, des guerres, des bruissements de canons, des maréchaux qui se préparent, mais tout de même, on voit comme un événement tout aussi important, à la même hauteur, la séance de pause d'un roi handicapé par la goutte et qui attend que ce supplice de la pause soit enfin passé. Mais restons avec Philippe de Dangeau,
Philippe de Courcillon, marquis de d'Anjou, mais cette fois-ci avec son propre portrait. Après la réalisation du portrait de Louis XIV en 1701, le succès unanime et flatteur de la pose, de nombreux grands seigneurs veulent être représentés avec le même apparat. Et celui qui va le mieux flatter Louis XIV en utilisant Rigaud va être notre marquis de d'Anjou. Dans un tableau peint aux alentours de 1702, aujourd'hui conservé à Versailles, on le voit apparaître sous une nouée de lourdes étoffes, d'immenses brocards, revêtant en cela les habits d'apparat et de cérémonie des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, ordres qui venaient d'être réunis en décembre 1695 et dont il avait en charge en tant que grand officier et grand protecteur. C'est donc sous cet aspect totalement immodeste qu'il va se faire représenter par Rigaud, reprenant exactement l'attitude de Louis XIV, ne se faisant représenter qu'à mi-corps, modestie face au portrait du roi, économie, un portrait en pied coûte aussi beaucoup plus cher, et déjà ce portrait de d'Anjou va coûter très très cher, par la qualité de peinture, les effets de couleur de haute qualité. C'est de nouveau un bourgeois gentilhomme que ce marquis de d'Anjou. Et Saint-Simon ne se prive pas de rappeler qu'il était marié à une branche mésalliée de la maison palatine, mais qu'il se croyait électeur palatin, plein de fatuité. Évidemment, cela ne passe pas auprès de Saint-Simon. Et voilà comment il nous parle de d'Anjou, que l'on peut imaginer avec le portrait que nous a laissé Rigaud. D'Anjou était un gentilhomme de Beauce, tout uni, et huguenot de sa première jeunesse. Toute sa famille l'était et ne tenait à personne. Il ne manquait pas d'un certain esprit, surtout de celui du monde et de conduite. Il avait beaucoup d'honneur et de probité. Le jeu par lequel il se fourra à la cour, ce qui était alors tout d'amour et de fête, incontinent, après la mort de la reine-mère, le mit dans les meilleures compagnies. Il y gagna tout son bien. Il eut le bonheur de n'être jamais soupçonné. Il prêta obligeamment. Il se fit des amis. Et la sûreté de son commerce lui en acquit d'utiles et de véritables. Il fit sa cour aux maîtresses du roi. Le jeu le mit de leur partie avec lui. Elles le traitèrent avec familiarité et lui procurèrent celle du roi. Il faisait des vers, était bien fait, de bonne mine et galant. Le voilà tout à la cour, mais toujours subalterne. Jour à jour avec le roi et Madame de Montespan dans les commencements des grandes augmentations de Versailles, le roi, qui avait été importuné d'un logement pour lui, et qui avait bien d'autres gens qui en demandaient, se mit à le plaisanter sur sa facilité de faire des vers, qui en vérité étaient rarement bons. Et tout d'un coup, lui proposa des rimes fort sauvages, et lui promit un logement s'il les remplissait sur le champ. D'Anjou accepta, n'y pensa qu'un moment, les remplit toutes, et eut ainsi un logement. De là, il acheta une charge de lecteur du roi, qui n'avait pas de fonction, mais qui donnait les entrées du petit coucher, etc. Son assiduité lui mérita de régiment de roi d'infanterie qui ne garda pas longtemps, puis fut envoyé en Angleterre, où il demeura peu, et à son retour acheta le gouvernement de Touraine. Son bonheur voulut que M. de Richelieu fît de si grosses pertes au jeu qu'il en vendit sa charge de chevalier d'honneur de Madame la Dauphine. D'Anjou ne manqua pas une si bonne affaire. Il en donna 500 000 livres et se revêtit de la charge, qui faisait de lui une espèce de seigneur et lui assurant l'ordre. Il perdit sa charge à la mort de Madame la Dauphine, mais il avait eu une place de menin de Monseigneur et tenait ainsi partout. Madame la Dauphine avait une fille d'honneur d'un chapitre d'Allemagne, jolie comme le jour et faite comme une nymphe avec toutes les grâces de l'esprit et du corps. L'esprit était fort médiocre, mais fort juste, sage et sensé, et avec cela une vertu sans soupçon.
Elle était fille d'un comte de Levenstein, qui était de la maison palatine, mais d'une branche mésalliée par un mariage qu'il appelait de la main gauche, mais qui n'en est pas moins légitime. Le cardinal de Fürstenberg, qui aimait fort cette nièce, cherchait à la marier, et plaisait fort au roi et à madame de Maintenon. Elle n'avait rien vaillant, comme toutes les Allemandes. Dangeau, veuve depuis longtemps, se présenta pour une si grande alliance pour lui et aussi agréable. Mademoiselle de Levenstein, avec la hauteur de son pays, vit le tuf à travers tous les ornements qui le couvraient, et dit qu'elle n'en voulait point. Le roi s'en mêla. Madame de Maintenon, madame la dauphine, le cardinal, son oncle, voulut, et la fit consentir. Le maréchal et la maréchale de Villeroy en firent noces, et Dangeau se crut électeur palatin. C'était le meilleur homme du monde, mais à qui la tête avait tourné d'être seigneur. Cela l'avait chamarré de ridicule. Et madame de Montespan avait fort plaisamment, mais très véritablement dit de lui qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer, ni de s'en moquer. Se vit bien pis après sa charge et ce mariage. Sa fadeur naturelle, hanté sur la bassesse du courtisan et récrépit de l'orgueil du seigneur postiche, fit un composé que combla la grande maîtrise de l'ordre de Saint-Lazare que le roi lui donna, mais dont il tira tout le parti qu'il put, et se fit le singe du roi dans les promotions qu'il fit de cet ordre, où toute la cour accourait pour rire avec scandale, tandis qu'il s'en croyait admiré. Saint-Simon n'est jamais aussi excellent que lorsqu'il est méchant, méchant mais juste, car tout ce qu'il dit, eh bien, on le sent transparaître finalement dans ce tableau de Rigaud, cette pompe, cet arrivisme, ce côté un peu inquiet aussi dans le regard de Dangeau, qui sait qu'il a peut-être un peu plus que d'autres usurpé cette place pour prendre ainsi l'amitié de Louis XIV. Un portrait donc qui dérive du portrait officiel de Louis XIV, mais ce portrait est tellement recherché et tellement couru que hommes comme femmes vont vouloir être représentés à la manière du roi. C'est un hommage, c'est une façon de flatter aussi le souverain. Ainsi, Élisabeth Charlotte de Bavière, princesse palatine, on dira simplement la Palatine, avec l'affection que nous avons aujourd'hui pour cette chroniqueuse de la cour, mordante et incisive, avec un regard on ne peut plus vif et éclairé sur les bassesses de la cour, eh bien, même notre Liselotte, notre Palatine, va se faire représenter avec l'attitude du roi, avec les mêmes étoffes, un peu les mêmes poses, et elle va payer son portrait, d'ailleurs 6000 livres, ce qui est le double d'un portrait de ce format-là en temps ordinaire. Mais elle souhaite vraiment être représentée avec l'apparat dû à son rang. Saint-Simon et la Palatine se retrouvaient bien là-dessus, sur les questions de rang et d'étiquette, et être représentée en véritable seconde dame de la cour. Tant qu'il n'y avait pas de reine, elle avait même la position de première dame dans la cour, étant l'épouse de Monsieur, du frère de Louis XIV. Je vous disais tout à l'heure que Rigaud hésitait à peindre les dames. Et selon d'Argenville, Rigaud lui-même disait que, lorsqu'il faisait les portraits des dames, si je les peins comme elles sont, elles n'aiment pas le portrait, et si je les flatte, elles ne se reconnaissent pas. Il est vrai que rendre au mieux le portrait d'une élégante est un pari compliqué lorsqu'il faut apparaître sous son meilleur jour à la cour. Ceci n'embarrasse pas trop la princesse palatine, qui va alors passer une commande en 1713 pour un tableau. Deux belles versions que nous connaissons aujourd'hui, l'une à Versailles, l'autre au musée de Berlin, dans laquelle elle apparaît avec orgueil, hauteur et une présence tonitruante. Un premier témoignage avec une lettre de Monsieur Hulot. Madame la duchesse douairière d'Orléans, princesse palatine de Bavière, ordonna en 1713 à M. Foucault,
conseiller d'État et chef de son conseil, auquel cette princesse avait promis son portrait, d'amener Rigaud à Marly pour le commencer. Le roi fut si frappé de la ressemblance et de la magnificence des ajustements de cet ouvrage qu'il dit à cette princesse qu'il voulait qu'elle le gardât pour elle et qu'elle en fît faire une copie pour celui à qui elle l'avait destiné. Et ce fut exécuté. Ce grand prince ajouta que cet ouvrage faisait honneur à son auteur et qu'il lui en ferait dans tous les temps. Et effectivement, c'est une image emblématique qui sert complètement la renommée de la princesse palatine. C'est une dame qui a perdu l'éclat de sa jeunesse. Ses cheveux blonds sont maintenant bien blanchis. Sa taille d'origine a gagné en importance avec l'assurance des ans et de sa place au sein de la cour. Cela, c'est vraiment une formulation très aimable, très galante, très Versailles, pour parler d'un personnage qui s'est enlaidi tout au long de sa vie. Mais elle en a plus que conscience et ne s'épargne pas. C'est une incroyable lucidité dans ses lettres, notamment lorsqu'elle parle d'elle, lorsqu'elle parle de la commande du tableau, la copie qu'elle fera en 1716 pour l'envoyer à son cousin, Auguste Guillaume. Elle n'y va pas de main morte ou de petit accroc concernant sa représentation et sa figure. Voilà comment elle se présente elle-même. Elle dit d'elle le 22 août 1698. « Quand on est belle, cela ne dure guère. Un beau visage change bien vite, mais avoir bon cœur, voilà ce qu'il fait bon posséder en tout temps. Il faut que vous ayez perdu tout souvenir de moi pour que vous me rangiez parmi les laides. Je l'ai toujours été. Et le suis devenu davantage. Ensuite, par la suite, de la petite vérole. De plus, ma taille est monstrueuse. Je suis carré comme un dé. La peau est d'un rouge mélangé de jaune. Je commence à grisonner. J'ai les cheveux poivre et sel. Le front et le pourtour des yeux sont ridés. Le nez de travers, comme jadis, mais festonné par la petite vérole, de même que les joues, je les ai pendantes. De grandes mâchoires, les dents délabrées, la bouche aussi est un peu changée, car elle est devenue plus grande et les rides sont au coin. Voilà la belle figure que j'ai, chère Anne-Lise. Je crois qu'ils finiront par me rendre folle avec ces portraits. Jamais je ne parviendrai à les obtenir des gens qui en sont changés. Si vous vous imaginez qu'ici, c'est un pays de cocagne, vous vous trompez fort. L'ennui règne ici, plus qu'en aucun autre lieu du monde. Beaucoup de monde boit du thé, du café, du chocolat. Mais moi, je ne prends rien de toutes ces drogues. J'ai idée que cela est contraire à la santé. 10 octobre 1699. Ma graisse est mal placée, de sorte qu'elle me va mal. J'ai, sauf votre respect, un derrière effroyable, un ventre, des hanches et des épaules énormes, la gorge et la poitrine très plates. À vrai dire, je suis une figure affreuse, mais j'ai le bonheur de ne pas m'en soucier, car je ne souhaite pas que quelqu'un tombe amoureux de moi. Je suis persuadé que mes bons amis ne regardent que mon caractère, pas ma figure. Saint-Simon. Madame tenait en tout beaucoup plus de l'homme que de la femme. Elle était forte, courageuse, allemande au dernier point, franche, droite, bonne et bienfaisante, noble et grande dans toutes ses manières, et petite au dernier point sur tout ce qui regardait ce qui lui était dû. Elle était sauvage, toujours enfermée, à écrire hors les courtants de cour chez elle, du reste seule avec ses dames, dures, rudes, se prenant aisément d'aversion et redoutable par les sorties qu'elle faisait quelquefois sur quiconque. Nulle complaisance, nul tour d'esprit, quoiqu'elle n'en manque pas d'esprit. Nulle flexibilité, jalouse, comme on dit, jusqu'à la dernière petitesse de tout ce qui lui était dû, la figure et le rustre d'un Suisse, capable avec cela d'une amitié tendre et inviolable. Sans aucune transition, après ce portrait de la princesse palatine, pour nous quitter, imaginons le portrait de la menaceuse.
C'est un tableau tout à fait à part dans la carrière de Rigaud. Il est peint en 1708, une parenthèse tout à fait inégalée dans son œuvre. Cette menaceuse est une dame dont on ne connaît pas l'identité. Elle nous regarde légèrement tournée de trois quarts avec une magnifique étoffe de soie dans des tonalités perle et parme, avec un immense décolleté qui plonge, qui ne cesse de plonger et qui dévoile la poitrine jusqu'à un téton tout aussi menaceur que le regard et le doigt indicatif de cette jeune dame. Est-ce le portrait d'une dame connue? Est-ce une commande d'une amie de Rigaud? C'est indécent de se représenter aussi dévêtue. La femme de Rigaud, ont dit certains. C'est peu flatteur de représenter son épouse ainsi en courtisane. Et surtout ce regard avec des yeux mi-clos, des paupières un peu fermées, qui nous pose plus de questions qu'il nous offre de réponses quant à son identité. Et pour nous quitter, après cette menaceuse, terminons avec un hommage, une poésie par Monsieur de Villiers, poésie écrite en 1728, un épître à Monsieur Rigaud, célébré de son vivant comme grand maître des arts. Voici cette magnifique poésie et ces vers de Monsieur de Villiers, lus par Michel Verschave. Peintre, qui non content d'avoir su, comme appel, acquérir par ton art une gloire immortelle, par ta religion et par ta probité, cherche à t'assurer une autre éternité. À tous ceux, tels qu'ils soient, dont tu fais la peinture, fais aimer chez Rigaud et goûter ta droiture. Des visages enfin prompts à saisir les traits, ta docte main fait vivre et parler tes portraits. En vain, non moins savant dans l'art des draperies, des habits qu'à ton choix tu peins et tu varies. On se trompe à l'étoffe, et l'on croit que Gautier te la fournit brillante au sortir du métier. Si tu ne peins l'esprit, les mœurs, les rangs et l'âge, je ne te connais point dans ton plus bel ouvrage. Je n'y vois qu'un pinceau des temps toujours vainqueur, mais je n'y trouve point ta droiture et ton cœur. Ennemi du mensonge, abhorrant l'imposture, jamais n'a de ton cœur hésité la droiture. Et par la vérité, ton zèle impétueux, de ta langue toujours à délier les nœuds. Inspire à ton pinceau la même hardiesse, au mauvais goût du temps oppose ta sagesse, et ne te rends jamais dans un portrait flatté, complice du mensonge et de la vanité. Rigaud a ainsi peuplé la galerie des glaces de ces visages du grand siècle et nous donne à voir la cour. Ces textes, eux, nous invitent à découvrir maintenant ces superbes portraits qui sont au firmament de Rigaud, autant de soleil.